on est le vrai gouvernement légitime de France, puisque la France, depuis 250 ans, son vrai gouvernement, c'est le peuple de France. Et ce peuple de France est représenté par des gens du peuple de France et non pas par une secte étrangère qui a réussi à prendre le pouvoir et dont les agissements ont montré qu'elle s'opposait à la Constitution française, ce qui fait qu'ils n'ont absolument aucun droit, même si malheureusement les forces de l'ordre ont décidé de leur obéir parce qu'elles sont un peu naïves et puis ils ont été abusés. Mais réellement, normalement, les forces de l'ordre devraient obéir au peuple de France, à sa représentation, et aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui soit légale, c'est ce Conseil de transition, et en même temps, ces forces de l'ordre devraient être là pour vous protéger et non plus pour vous réprimer. Aujourd'hui, elles jouent un rôle totalement inverse parce qu'elles ont été abusées, manipulées, contrôlées et croient que c'est nécessaire pour maintenir leur statut. Alors, malgré toutes ces complications, ces difficultés, on va quand même essayer d'être le plus positif que possible dans ce qu'on veut faire, puisqu'en fait, on est vraiment, pour ceux qui ont un petit côté spirituel, mais surtout qui ont analysé un petit peu la civilisation humaine dans son ensemble, c'est-à-dire pas depuis très longtemps finalement, puisque les vraies informations vont pas plus loin que 3 000 à 4 000 ans, donc c'est très peu, mais il apparaît de plus en plus évident à ceux qui cherchent un petit peu à comprendre toute cette progression depuis les débuts de l'écriture jusqu'à la bombe atomique. Quand on voit où on en est aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est sur un point de bascule. Et ce point de bascule pourrait être soit qu'on tombe sous le programme qui est décidé maintenant depuis près de 250 ans par une petite secte, qui est donc ce programme de dictature totale qu'ils veulent imploser, et dont aujourd'hui on a les premiers prémices, puisque en fait cette pandémie et les décisions qui ont suivi après, qui n'ont rien à voir avec la réalité pandémique, montrent bien qu'en fait ils sont en train de faire comme une sorte de test à voir à quel point les gens sont faciles à soumettre, à quel point on peut les emprisonner et les maintenir en prison sans le moindre effort. Et manifestement, malheureusement, ça marche. Ils ont réussi à mettre quand même des milliards de gens emprisonnés chez eux sans claquer des doigts. Et pendant ce temps-là, ils occupent les rues, ils dispersent les militaires, ils préparent les camps de concentration et personne ne se rend compte de rien et personne ne dit rien. Alors, pour parler un petit peu du schéma qui nous a amené chacun d'entre nous, et tout le monde pourrait parler, exprimer un petit peu son chemin personnel. Moi, en ce qui me concerne, j'ignorais absolument tout quand je suis rentré dans la vie active. Je n'avais pas la moindre idée de tout cela. Pour moi, le monde était construit tel que mes parents me le disaient, tel que l'école me l'avait enseigné. Et je m'étais fait une image du monde où, pour moi, la justice, c'était quelque chose de parfait, qui était parfaitement juste. Donc, il n'y avait rien à craindre de la justice tant qu'on était dans les choses droites. Et je croyais que toute la société fonctionnait comme ça. Et puis, je suis rentré dans la société jeune, et puis le hasard, les circonstances de la vie m'ont orienté dans un domaine qui est la finance. J'ai fait des études en économie, donc je suis resté dans cette branche qui était facile, entre guillemets, parce que quand on peut allier ce qu'on connaît déjà, tout ce qui est économique, commerce, etc., avec en plus la gestion et le juridique, puisque tout cela fait partie grosso modo de tout l'ensemble de ce qu'on appelle l'entreprise et la vie économique du pays, tout part de là, ça part de l'entreprise avant tout. Je baignais dans ce qui était facile et donc ça a été toute la première partie de ma vie dans cette branche-là, plus orienté vers la fin, vers ce qui était rentable, parce que quand on a 25, 30 ans et puis qu'on est encore ignorant de tout ce qui se passe réellement et profondément, on est dans l'âge où on veut construire une famille, on veut construire une vie sociale, on veut s'installer et on veut profiter de la vie. Et à mon époque, quand j'avais 20 ans, c'était vraiment ce que je voulais. Je voulais des grosses voitures, je voulais la belle vie, je voulais tout connaître, tout savoir et manger dans les plus grands restaurants, etc. Donc, quand on a 20 ans, ben, on travaille un maximum, quitte à travailler des fois 14, 15 heures par jour, c'est pas grave. Ce qui comptait, c'était d'aboutir à ce que je voulais, à savoir mener une belle vie et en profiter un maximum. Et donc, ensuite, il est arrivé un moment où j'ai eu un moment de réflexion parce que j'avais monté un cabinet juridique
je me spécialisais dans les placements financiers, etc. Mais je m'occupais aussi quand même de monter des associations pour des artisans ou la vie économique sur place où j'étais en Bretagne. Et il s'est trouvé qu'ayant du temps de libre, je me suis mis à rédiger un livre racontant un petit peu tout ce que j'avais découvert par les placements financiers. Je travaillais en particulier sur l'or, le diamant et les pierres précieuses. Et donc, j'avais connu tout un monde des politiciens, tout ce monde qu'on rencontre la nuit à Paris, etc. Et à cette époque-là, j'envoyais l'agrément, mais en même temps, j'y trouvais les clients. Et donc, ça m'a fait côtoyer tout un monde que j'ai découvert, y compris donc le monde, parce que sont en parallèle en permanence les mondes mafieux et les mondes politiques. Ils vivent ensemble, ils sont en parallèle en permanence. Je crois que récemment, quelqu'un qui est exactement un peu du même parcours que moi à cette époque-là, mais lui de l'autre côté, c'était Gérard Fauré. Et Gérard Fauré a fait plusieurs émissions récemment, puisqu'il était le principal fournisseur de cocaïne de tous les hauts personnages de l'État, de tous les politiciens, etc. Et moi, j'étais chez ces politiciens dans leurs soirées, etc. Et effectivement, je voyais des pots de cocaïne partout, dans une quantité qu'aujourd'hui, on n'imagine même pas. Et donc, ça veut dire que ça coulait à flot. Pour ces gens-là, l'argent coulait à flot de tous les côtés, avec en plus les fausses monnaies, enfin, il y avait tout ce qu'on voulait, quoi. Et donc, ayant connu tout cela, dans cette dernière partie où je m'étais orienté sur le juridique, il s'est trouvé que j'ai eu un enfant. Donc, ça m'a maintenu un peu plus souvent à la maison, ça m'a maintenu à commencer à changer moi-même ma personne. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout envie de vivre la nuit, je n'avais plus envie de vivre à Paris. Je suis parti vivre en Bretagne pour élever mon enfant dans d'autres conditions, pour vivre près de la mer, pour profiter d'une autre forme de vie. Et ayant du temps, j'ai rédigé un ouvrage dans lequel je dénonçais tout cela et j'expliquais surtout que j'avais découvert qu'il y avait un supra-gouvernement mondial qui était au-dessus de tous les gouvernements, etc. Et peu de temps après, ça m'a coûté 4 ans de prison. Après ces 4 ans de prison, eh bien, je me suis sauvé de la France qui me dégoûtait complètement et j'ai commencé une nouvelle vie dans le domaine, cette fois-ci, de la santé, où je suis arrivé encore une fois par hasard. Donc, je ne vais pas raconter les détails, j'ai déjà fait une vidéo pour le raconter. Mais pour dire que je n'ai jamais voulu ni essayer d'aucune manière d'entrer ni dans la politique, ni dans ces professions de feignants où on ne travaille pas et on fait que profiter de l'argent des autres. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais je l'ai gagné par mon travail. Et toujours honnêtement, uniquement par le fait que je n'avais pas peur de travailler 10, 12, 15, 20 heures par jour s'il le fallait. Je n'ai pas eu peur de faire tous les efforts qu'il fallait pour obtenir ce que je voulais, parce que j'avais encore la croyance à cette époque qu'on se fait sa réussite par le travail. Je n'avais pas encore compris que c'est l'inverse, qu'en réalité, tous ceux qui réussissent sont ceux qui ne travaillent pas. Donc, à partir du moment où je suis arrivé en Espagne, j'ai dû apprendre la langue espagnole, j'ai dû me mettre à entrer dans une branche totalement nouvelle parce que pratiquer du juridique et du placement financier quand on n'a pas de relation, pas d'argent pour s'installer, etc., c'est quasi impossible. Et donc, le hasard m'a amené dans le domaine de la santé. J'ai monté une clinique, ensuite une deuxième, une troisième. J'ai touché surtout au départ au niveau dentaire, ensuite au niveau médecine générale et surtout holistique. Et là, grâce aux différents praticiens que j'ai embauchés, petit à petit, j'ai appris. J'ai appris dans le domaine de la phytothérapie, de l'homéopathie, de la médecine orthomoléculaire, et j'ai découvert tous les mensonges de la médecine officielle. Par exemple, quand j'allais dans les congrès de médecins ou autres, on se retrouve donc tous entre nous, les gens parlent assez librement, parce que là, il n'y a pas de public, c'est que entre professionnels. Et je peux vous dire que j'ai très rarement rencontré des médecins qui m'ont avoué avoir vacciné leurs propres enfants. Jamais. Presque tous les médecins vous disent oui, les vaccins, c'est excellent. Ils sont les premiers à le dire dans la rue. Mais quand on est entre nous, vous dites moi, je n'irai jamais vacciner mes enfants. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, quand même, à me poser énormément de questions sur jusqu'où ces gens sont directement complices avec les mensonges des labos et surtout des universités qui les forment à aller dans ce sens-là jusqu'à ce qu'eux-mêmes prennent conscience. Et donc, deux carrières totalement différentes, 20 ans dans l'économie, la finance et la gestion, surtout d'entreprise, et 20 ans ensuite dans le domaine de la santé. Et puis, bon, bah, après, on arrive à un certain âge, et puis quand on prend conscience que nos enfants ne vont pas pouvoir vivre ce qu'on a vécu, quand on se rend compte que nos enfants vont être obligés de vivre dans une planète totalement polluée, qui vont être ou esclaves ou soldats, parce que ça va être les deux seuls choix dans très peu de temps,
on se dit, bon, il faut réagir autrement. Et ce jour-là, on appellera ça de la politique si on veut. Mais moi qui ai détesté ce monde toute ma vie, que je méprisais au plus haut point, parce qu'en plus, je les ai connus en tant que personne, et j'ai vu leurs agissements, leurs comportements, on en arrive à être obligé de se mêler de ça. C'est pas avec plaisir. Si j'avais pu l'éviter tout le restant de mes jours, j'aurais vécu bien plus heureux. Mais il arrive un moment où on est responsable vis-à-vis de nos enfants. Alors, notre responsabilité, au départ, ça va concerner est-ce que je les vaccine ou est-ce que je ne les vaccine pas. Donc, ça m'oblige à acheter des livres, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'Internet. À acheter des livres, des revues, à me documenter au maximum, à aller parler avec différents médecins pour me faire ma propre opinion. Et à la fin, je décide, je ne les vaccine pas. Et puis, ça, c'est parce qu'il n'y a pas Internet. Et on commence comme ça. Seulement après, la prise de conscience quand on veut protéger ses enfants, ce n'est pas seulement de leur donner une nourriture saine, de leur donner des règles de vie et de morale qui soient saines, parce que déjà, à ce moment-là, on se pose des questions. Et lorsque j'ai progressé, quand mes enfants arrivaient à l'adolescence, je commençais à me dire, mais est-ce qu'il faut que je continue à leur transmettre les valeurs que j'ai, l'honnêteté, la droiture, la loyauté, l'honneur, la dignité, tous ces termes, alors qu'ils sont en train de disparaître du monde. Et qu'aujourd'hui, c'est les plus voyous, les plus voleurs, les plus menteurs, les plus tricheurs qui arrivent au sommet de l'État et qui réussissent tout. Et là, on se pose des vraies questions. Alors, les vraies questions qu'on se pose obligent aussi à chercher des réponses. Et en cherchant la réponse, on commence à découvrir tout ce qui est caché. Et quand on lit beaucoup et qu'on n'a pas peur de fouiller et qu'on peut le faire en 2-3 langues, alors on aboutit à découvrir tout ce qui se passe par derrière. Et ce qui se passe par derrière, c'est la trilatérale, c'est le CFR, c'est tout ce qu'on appelle globalement le nouvel ordre mondial. Et on se demande après comment des familles qui n'arrêtent pas de se rivaliser entre elles, de se combattre entre elles, malgré tout, sont toujours solidaires pour exploiter au maximum les peuples, sont toujours solidaires pour créer des clubs de sélection. Par exemple, le club Bilderberg est le club qui sélectionne les premiers ministres, les présidents, les ministres de la Santé et autres, parce que c'est ceux qui rapportent directement à leurs entreprises. Et donc là, on commence à rentrer dans le fond des choses. Et après, on se dit, bon, tiens, je vais chercher la liste. Qui sont les ministres de la Santé en Roumanie, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Nouvelle-Zélande. On fouille partout. Puis on se dit, mais merde, à chaque fois, ils passent par le club Bilderberg. Et puis après, on va chercher les premiers ministres. Et on revoit. Et à chaque fois, ils font partie de la même secte. On commence à se poser des questions. Alors, on va chercher après, qu'est-ce que c'est que cette secte? Comment elle fonctionne? D'où elle vient? Et on lit d'abord, pour commencer, le Béaba, qui est mignon, qui est la Bible satanique. Mais déjà là, on se dit, oh, c'est quand même grave. Après, on découvre les réseaux pédocriminels. Et puis, on remonte dans le temps et on remonte jusqu'à ceux qui en ont fait une institution religieuse. C'est-à-dire à des gens qui considèrent que les bons religieux, les bons croyants dans leur religion, doivent violer leurs propres enfants, les offrir au temple, aux autres membres du temple, aux autres adhérents, et puis qui n'hésitent pas à aller jusqu'au sacrifice, jusqu'à des trucs de fous. Or, et tout ça avec une croyance profonde. Donc, forcément, quand on découvre tout ça, on se dit, j'ai pas envie que mes enfants ils vivent là-dedans. Et puis, j'ai envie aussi que, maintenant que je l'ai découvert, les autres le sachent. Alors, j'ai commencé à écrire, à réécrire la démosophie, donc qui est parue au début des années 2000, dans lequel disait, écoutez, si on prend tout le chemin qu'ils ont parcouru et que maintenant on voit où ça mène à ce que progressivement, dans les 10-15 ans qui viennent, ils vont détruire l'Europe par l'immigration. Ils vont détruire l'Europe en commençant à remettre en question tous les droits acquis sociaux dans chaque pays. Et ils vont mettre en place leurs agents qui vont petit à petit limiter tous les emplois utiles à la population. Or, qu'est-ce qui est utile à la population? La santé, l'éducation nationale. Eh bien, ce sont ces deux secteurs dans lesquels ils ont détruit le plus d'emplois, dans lesquels ils ont détruit la qualité, essentiellement, en modifiant les programmes, en modifiant tout cela, et puis surtout en modifiant, en matière de santé, les techniques et en développant au maximum la vaccinologie sans aucune raison et sans aucun sens, mais tout ce qui est rentable et en même temps qui détruit. Et on voit que c'est bien ce qui s'est passé. Et je disais aussi que forcément, à l'inverse, ils vont renforcer leurs outils personnels de contrôle de la population. Or, regardez depuis 15 ans les budgets, regardez ce qu'ils ont fait comme dépenses, à quoi sert votre argent. Votre argent a servi à acheter des caméras pour vous surveiller, mettre en place des reconnaissances faciales pour mieux vous contrôler, mettre en place le téléphone mobile avec des GSM, etc., pour vous contrôler. Maintenant, c'est la 5G, les drones,
multiplier la police, multiplier la gendarmerie, développer les forces armées. Est-ce que vous travaillez volontairement pour ça? C'est-à-dire que maintenant, si vous examinez les choses autrement, tous ces outils qui existent sortent de votre travail. Vous travaillez 8 heures par jour. Il y en a 3 qui sont pour vous, il y en a 2 qui sont pour les politiciens, leur train de vie, leur luxe, etc. Et il en reste 3 uniquement pour le global, c'est-à-dire pour tout le monde, on va dire. Et ce tout le monde, c'est quoi? C'est les routes, c'est l'entretien des barrages, c'est l'électricité, et encore, ça vous le payez à part, en plus à des sociétés privées. Normalement, c'est illégal, mais c'est comme ça que ça a été imposé. Et surtout, vous payez avant tout le contrôle de vous-même. Alors maintenant, si cet argent, c'est vous qui en disposiez, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous préféreriez mettre quelque chose de bien dans l'assiette de vos enfants, une belle qualité d'éducation, et puis le jour où ils sont malades, des bonnes qualités de soins, ou est-ce que vous sacrifiez tout cela pour avoir des caméras pour les surveiller, pour avoir des petites puces pour les remettre dans le sac pour pouvoir surveiller à tout moment où ils sont, payer des drones pour les surveiller par le haut et renforcer la sécurité et les armes de police et tout pour les contrôler partout où ils vont et essayer de leur mettre des amendes à tout moment. Est-ce que c'est ça que vous feriez? Alors, si je pose la question à un tas de gens sur le plan personnel, eh ben, la plupart des gens vont me dire non, moi, mon argent, c'est avant tout pour ma santé, pour la qualité de vie de mes enfants, pour tout ça. Et puis, pour de temps en temps, j'aimerais bien les emmener au théâtre, au cinéma, se faire une petite soirée au restaurant, partir en week-end. Qualité de vie comme il y avait en France dans les années 60, 70 jusqu'en 80. Or, plein de gens voudraient ça. Et aujourd'hui, on leur dit non. Avec tout ton argent, maintenant, il faut acheter des drones pour mieux surveiller. Et puis, il faut développer la 5G pour pouvoir contrôler complètement. Et puis, éventuellement, si on pouvait mettre des puces RFID pour surveiller, contrôler même tes émotions, tes façons de penser, tout ça. Et puis, l'école, maintenant, il ne faut plus qu'elle serve à ouvrir l'esprit. Au contraire, il faut qu'elle serve à uniquement adopter la pensée unique. Comme ça, tout le monde est exactement pareil. Alors, est-ce que vous feriez ce choix? Donc, quand on se trouve dans un schéma comme celui-là, on se retrouve forcément à un moment obligé d'accepter ses responsabilités. Et accepter ses responsabilités, ce n'est pas seulement vis-à-vis de ses enfants, c'est vis-à-vis de toute l'humanité. Quand on est un être humain digne de ce nom, à partir du moment où on reçoit cette charge d'avoir pris connaissance avant les autres d'un danger qui les menace, alors on a l'obligation morale de les avertir. Et l'obligation morale, pendant qu'on les avertit, de chercher des solutions, des moyens de défense. Et donc, c'est ce que j'ai fait, qui nous a amené à transformer la démosophie, qui est un livre de réflexion avant tout, de philosophie plus que d'autres choses, mais qui n'avait encore aucune application concrète. Et donc, on a fait une réunion internationale pour parler, parce que dans les années 2006, 2008, il y avait encore très peu de gens informés. Donc, on a fait une réunion internationale avec quelques personnes informées, au cours desquelles sont venus un ou deux Français, des Roumains, des Allemands, des Argentins, des Vénézuéliens, enfin bon, je ne vais pas faire la liste, mais c'était très rare, c'était des gens comme moi chez eux, lorsqu'ils disaient il y a le Club Bilderberg qui supervise tous les gouvernements, on les prenait pour des fous. Donc quand on s'est retrouvés ensemble, c'était un peu un bonheur, même si on ne parlait pas la même langue, on arrivait à se comprendre, et en même temps, c'était qu'est-ce qu'on fait concrètement, parce que c'est bien d'avoir découvert tout ça, on peut écrire des livres, mais on ne passera jamais à la télé. Ils ont tous les pouvoirs sur les médias de communication. Un livre, on n'arrive pas à le diffuser parce qu'il sera refusé par tous les éditeurs, forcément. Quand on l'édite nous-mêmes, il sera au fond des rayons, à peine visible. Donc, comment on fait pour toucher du monde? Et d'où ça doit partir? Quels sont les moyens de réagir? Et on est arrivé en aboutissement à penser que la France était le pays des droits de l'homme et l'un des 5 pays du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, beaucoup de gens me disent, oui, vous avez fait une déclaration à l'ONU, mais l'ONU était… Non, à l'ONU, il y a à boire et à manger comme presque dans tout. Vous avez des gens très sains qui sont aussi à l'ONU. Par le haut, bien sûr, l'ONU est totalement l'outil du nouvel ordre mondial et le futur gouvernement mondial. C'est ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils l'ont créé. Mais c'est pour nous aujourd'hui l'outil de droit international qui nous justifie et c'est aussi une porte ouverte pour nous adresser à 193 nations, c'est-à-dire à 193 peuples, personnes qui, comme vous, avez entendu parfois des discours de ce président iranien qui ont été répercutés, traduits en français et répercutés un peu partout, où beaucoup de gens se disaient, mais la télé et tout ça nous disait que le président iranien, c'est un taré, c'est un sadique, c'est tout ce qu'on veut. Et puis quand ils ont écouté le discours, ils ont dit, mais
On m'a menti depuis toujours. Ce type, il raisonne intelligemment, ce qu'il dit est juste. J'ai vérifié un certain nombre de choses, elles sont toutes vraies. Et ils ont découvert un type qui n'avait rien à voir avec l'image qu'on leur avait fabriquée. Et même chose pour beaucoup d'autres. Donc nous, Français, si on arrivait à avoir cette voix à l'ONU, alors on s'adresserait à 193 pays, à 193 peuples qui pourraient répercuter un message, et un message qui pourrait être de paix. Parce que l'ONU, qui aujourd'hui est une arme de guerre première et avant tout, pourrait servir pour la paix. Seulement, il faut changer les concepts. Et changer les concepts, c'est très difficile. Aujourd'hui, quand j'essaye de dire aux gens, les fabricants d'armes n'œuvrent pas pour la paix, ils veulent bien me croire. Mais quand je leur dis que celui qui vend des médicaments n'œuvre pas pour la santé, là, ils ne veulent plus me croire. Or, c'est pas le... soyons un tout petit peu logiques. Si vous vendez des médicaments pour le mal de tête, vous avez besoin que les gens aient mal à la tête, sinon vous ne vendrez rien. Ce concept de la démosophie, donc on aboutit ensuite à décider que c'est la France, le pays d'où doit partir le pays des libertés, qui a la réputation, l'outil économique et l'outil international pour se faire entendre. Et donc, je suis venu en France pour ça. Et en France, on a créé donc ce Conseil national de transition qui est la forme juridique qui remplace un gouvernement non existant ou illégitime, ou éventuellement représente un peuple lorsque le pays est occupé par une armée étrangère. Donc, comme la France répondait à cette situation depuis le traité de Lisbonne, la France est sans gouvernement légitime, et donc ça permettait de créer un Conseil national de transition, ce que j'ai fait donc en arrivant en France. Il a été proclamé en juin 2015, et le concept qui est basé dessus est exprimé dans un programme complet. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de supprimer complètement tout le système actuel, puisque le système est ce qui nous a amené dans la situation d'aujourd'hui, et c'est le même système depuis 4000 ans, qui fonctionne toujours sur les bases de la domination, de la conquête, du plus fort, et ainsi de suite. Or, au lieu de cela, si on établit un concept d'intelligence collective, alors on transforme complètement notre monde, parce que plus personne n'a intérêt à ce que l'autre aille mal. Tout le monde a intérêt à ce que l'autre aille bien, au contraire. Et donc, on oriente toute la société humaine vers le bien commun qui inclut les autres espèces, les espèces animales, végétales, qui inclut le respect des océans, qui inclut le respect de la planète elle-même. Et tout ça parce que forcément, tout le monde se sent impliqué à partir du moment où on applique le principe d'intelligence collective. Et ce principe, donc, on l'a développé à travers ce Conseil national de transition, et ensuite on l'a vérifié récemment, puisque c'était au mois de décembre dernier, par ce procès de Milan, où on l'a ouvert non pas aux membres du CNT, qui sont forcément les gens ayant déjà acquis un certain nombre de connaissances et rejoignant ceux qui sont le plus avancés dans ce domaine, parce qu'ils ont l'esprit pour. Là, ça touchait vraiment tout le monde, puisqu'il y avait très peu de gens du CNT, mais en revanche, comme il a été ouvert à tout le monde, il y a eu beaucoup de gilets jaunes, beaucoup de gens des syndicats, beaucoup de simples Français qui travaillent, mais qui avaient conscience que quelque chose n'allait pas et qui ont profité de l'occasion pour venir à ce procès. Et il en est sorti, cette intelligence collective, quelque chose d'extraordinaire qui a existé, qui est la première fois sur Terre, le principe de démocratie absolue, c'est-à-dire d'un principe où le peuple devient le véritable dirigeant de son pays, de sa culture, de son nation, de ce qui représente tout son peuple, mais sans aucune possibilité ni que ces règles soient violées, ni qu'ils soient renversés, ni qu'ils donnent lieu à de nouvelles guerres, ni à des guerres civiles, ni à rien de tout cela. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble du peuple, l'ensemble qui décide de tout. Et ça change complètement tout le système de fonctionnement. Et c'est pour ça que le principe d'un ministre est forcément caduque. Parce qu'un ministre, c'est forcément quelqu'un qui est une personne, donc facile à corrompre, surtout quand il est choisi dès le départ pour cette raison-là, parce qu'il est corruptible. Dans tous les cas, forcément, c'est incorrompu. Et c'est le système même de la République qui est fait pour. Tandis que si vous remplacez le ministre par une commission, mettons, de 50, 60 personnes, parmi lesquelles vous avez les professionnels du sujet en question. Vous avez une autre partie qui sont les Français les plus informés, les gens pointus, on va dire, les gens donc forcément d'un certain âge parce qu'ils ont vécu, donc pu avoir l'expérience de vie en plus.
Et vous rajoutez encore un autre tiers de gens totalement tirés au sort, totalement au hasard. Eh bien, quand vous avez un système comme celui-là en marche, avec le renouvellement permanent des gens qui sont tirés au sort, vous avez toute la France. Tous les gens de France, un jour ou l'autre, seront membres du gouvernement. Et vous avez l'intelligence collective globale dont ils se servent en permanence avec l'utilisation des experts. Donc, si on parlait de santé, une alerte de pandémie comme il y a eu avec le coronavirus, étaient réunis immédiatement les scientifiques, étaient réunis ceux qui connaissent les aléas, c'est-à-dire ce qu'il y a autour, les liens entre les laboratoires et l'OMS, et qui se seraient immédiatement posé la question, comment ça se fait que l'OMS déclare ça avec si peu de cas, peu de temps après qu'ils aient déclenché le H1N1 qui leur a permis de modifier les statuts pour avoir un pouvoir sur les nations. Déjà, là, il y a quelque chose de bizarre. Ensuite, deuxième chose de bizarre, c'est l'intérêt de Bill Gates qui a clairement annoncé qu'il voulait vacciner à fond l'Afrique et qui a commencé à le faire, mais que les médecins africains ont dénoncé parce que dans les vaccins, on a provoqué la mort de nombreux enfants, etc. Donc déjà, il y a toute cette affaire de Bill Gates qui est maintenant l'un des actionnaires majeurs des laboratoires, mais aussi actionnaire majeur de l'OMS. Que fait-on? Alors la question, elle est utile dans la mesure où, voilà, que fait-on? Si je vous retourne la question, si je vous demande, moi, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Eh bien, les gens vont me dire, non, c'est à vous de le dire. Mais alors non, c'est pas logique. Si vous voulez qu'on soit un peuple et qu'on dirige tout ensemble, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc, pour l'instant, nous, on s'est engagé. On s'est engagé avec déjà quelques personnes que vous voyez en même temps, puisqu'ils m'aident pour la gestion de cette première vidéo, mais on s'est engagé à écrire un programme qui redresserait la France en 2 ou 3 mois de temps, pas plus que ça, qui nous mettrait tous à l'abri de ce qu'on appelle ce nouvel ordre mondial, cette dictature qui essaye de se mettre en place, et qui résoudrait tous les problèmes. Bon, mais ce programme a été écrit par quelques centaines de personnes. Venez vérifier si ce programme vous convient et venez avec nous le défendre. Voilà quoi faire. Si vous voulez ensuite être logique avec vous-même, utiliser votre propre jugement, votre propre bon sens, est-ce qu'il y a la moindre logique dans le discours de Macron que vous avez entendu hier? C'est-à-dire de reprolonger un confinement quand vous avez les meilleurs médecins du monde qui ont clairement affiché qu'il y avait de nombreux remèdes qui permettaient de ne pas s'inquiéter du tout pour cette épidémie, qu'elle n'était en rien plus grave que les grippes habituelles qu'il y a chaque année, que les seules personnes que ça peut atteindre sont des personnes qui, en moyenne, ont plus de 80 ans. Alors expliquez-moi comment vous pouvez accepter ce genre de confinement, qui est une absurdité totale et qui a d'autres raisons. À partir de ce moment-là, vous allez peut-être vous dire c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous allez rejoindre des groupes comme le nôtre. Si vous pensez qu'il vaut mieux utiliser l'intelligence collective, ou si vous préférez maintenant la République et les politiciens, vous allez rester à attendre d'accepter les ordres de la République et des politiciens. Si vous pensez qu'on peut faire autrement, vous venez nous rejoindre, on y réfléchit ensemble et on décide de faire autrement. Et on le fait tous ensemble. Et si on décide de faire autrement, on va essayer à travers ces émissions de tous les jours de se dire on va expliquer ce qu'on va faire avec d'autres gens. Et vous allez amener d'autres gens à suivre nos indications et on va ainsi se multiplier sans cesse. Seulement, il faut aussi prévoir que ces gens sont loin d'être bêtes. Ils ont monté un programme et un plan qui est général, qui est mondial, pour installer leur dictature. Or, ils sont en train de le faire, ils sont en train de réussir le premier pas majeur, qui est celui de la crise pandémique, qui est une fausse crise, et derrière cela, ils ont prévu l'effondrement économique, à partir duquel ils seront tout puissants grâce à l'accumulation d'or auquel ils se livrent depuis plus de 15 ans maintenant, et qui vont complètement appauvrir toutes les sociétés, qui font que dans peu de temps, vos politiciens vont vous dire qu'ils ne payent plus les retraites, qu'il n'y a plus de prestations sociales, qu'on baisse les salaires, qu'on augmente le temps de travail. Enfin, voilà, tout ce qui est déjà commencé va être accentué sous très peu de temps. Est-ce que vous voulez ce régime-là? Restez dedans. Vous ne voulez pas de ce régime-là? Vous avez maintenant au moins une possibilité, c'est de vous dire, il y a un gouvernement légitime en France, je rejoins ce gouvernement légitime et j'y participe.
On a un site web qui est important, sur lequel il y a vraiment toutes les indications, il y a tous les articles et tous les liens qui sont utiles, mais qui nous a été piraté depuis quelque temps, parce qu'avec la pandémie, les censures, vous l'avez sûrement vu si vous allez sur Internet, sur YouTube ou sur Facebook, vous avez dû voir que la censure en ce moment est excessivement forte, coupe tous les articles qui relient et qui parlent surtout de ce qui est aujourd'hui secret, pratiquement secret, c'est-à-dire le développement excessif de la 5G, parce qu'on sait que ça fait partie des outils avec lesquels les populations vont être contrôlées. Et donc, tous les scientifiques et médecins qui dénoncent la 5G, tous les praticiens qui dénoncent la relation entre la 5G et cette pandémie, toutes ces vidéos sont censurées très, très vite. Et notre site est passé dans le lot, malheureusement, il y a une dizaine de jours, il y a 8 jours maintenant que notre site est bloqué. Et on essaye de récupérer les datos, enfin les éléments, les informations, pour pouvoir le republier dans quelques jours. Mais on n'est même pas sûr d'y parvenir. Et entre-temps, on a monté 2 autres sites rapidement, dont demosophie.com et conseilnational.tv, comme la télévision, sur lequel on passe cette chaîne en direct aussi tous les jours. On aura encore ce site sur lequel on pourra passer les informations en direct et continuer d'être en direct tous les jours. Et ensuite de cela, il faut aussi prévoir que dans quelques temps, ils vont certainement couper toutes les communications, c'est-à-dire le téléphone, Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux, tout Internet. Pourquoi? Parce que quand ils vont le couper, il va leur falloir un temps pour que les militaires puissent commencer à aller arrêter les scientifiques, les médecins, etc., qui dérangent, tous les lanceurs d'alerte et autres. Et donc, pour faire disparaître ces gens discrètement, il ne faut pas qu'ils soient avertis, donc ils vont couper tous les réseaux pendant un certain temps. Alors, c'est là où il est utile aussi d'avoir des relations locales et où les messages qu'on se passe de personne à personne puissent être transmis et finalement toucher tout le monde. Et dans le réseau, nous, ici, avec le Conseil national et ceux qui nous rejoignent, on n'est même pas quelques dizaines de milliers, ce qui n'est rien par rapport à une population de 65 millions d'habitants. Donc, on a besoin de beaucoup plus de monde que des petits groupes de 3, 5, 10 personnes s'unissent localement et qu'il y en ait dans toute la France, pour qu'un beau jour, tous ensemble, on puisse reprendre totalement notre pouvoir. Mais pour ça, on ne peut le faire qu'à condition de développer une multiplication énorme. Je le disais il y a 10 ans, on ne m'a pas cru. Aujourd'hui qu'il y a urgence, est-ce que les gens vont faire cet effort? Je ne suis même pas sûr, parce qu'ils ont été tellement manipulés par les chaînes de télé, tellement habitués à se soumettre à tout, que je ne suis même pas sûr qu'ils ont encore les tripes pour essayer de se bouger, de trouver quelques personnes autour d'eux qui pensent comme eux, de les amener à nous rejoindre aussi, et ainsi de suite. Mais c'est la dernière chance. Et s'ils y arrivent, si on arrive tous ensemble à multiplier notre nombre assez vite, il reste encore une chance de pouvoir déloger les usurpateurs qui se sont installés au pouvoir et rétablir l'état de droit dont on a besoin en France pour vivre sereinement et pour que nos enfants aillent à l'école dans des conditions normales et qu'on retrouve nos droits parentaux et qu'on retrouve toute la vérité de l'être humain. On a besoin absolument de retrouver notre pays et nos droits rapidement. Et on a peu de temps maintenant pour le faire, très peu de temps, parce qu'après, dans l'effondrement économique, les guerres civiles s'en suivront automatiquement, ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Et comme les guerres civiles vont se déclencher grâce à cet effondrement économique qu'ils sont en train d'organiser avec cette pandémie, eux, ils ont un schéma parfaitement enchaîné et ils ont tous les pouvoirs pour le maintenir. Vous avez vu comment ils empêchent les médecins d'effectuer leur travail, comment ils agissent à travers les conseils de l'ordre pour menacer les médecins pour qu'ils ne délivrent pas les médicaments qui pourraient soigner à temps. Comme quoi, ils font tout ce qu'il faut pour essayer d'accentuer cette pandémie. Ils ont obligé je ne sais combien de médecins et EHPAD à tuer des vieux pour leur mettre l'étiquette coronavirus, etc. Ce scandale du Rivotril, on dit, je crois. Donc, si vous voulez, eux sont parfaitement organisés et en plus, ils contrôlent tous les médias. Donc, tous les jours, ils vous donneront des faux chiffres, mais tous les médias les confirment. Ils marchent tous ensemble. Or, nous, on est tous divisés. Donc là, on a créé un gouvernement légal pour unir tous les Français qui veulent revenir à la France libre. Et donc, la première des choses, c'est déjà qu'on s'unisse tous. Et quand on est unis, si vous remplissez votre fiche en me disant « j'habite à Avignon, quartier sud », eh bien, les gens qui habitent quartier sud à Avignon vont savoir que vous aussi participez. Ils recevront votre mail, ils vous contacteront et vous serez en contact avec quelques personnes de votre secteur. Et ainsi de suite. Et en très peu de temps, si on veut vraiment réussir,
On peut encore y arriver, mais là, on est vraiment pris par le temps, il faut aller très vite. C'est un programme déterminé par avance. Donc, si on met le CNT en place demain, ce n'est pas pour mettre des dirigeants qui vont faire ce qu'ils veulent, c'est pour mettre en place un programme dont tous ceux qui veulent participer pourront y participer. Et donc, vérifier en permanence que ce programme est appliqué, qui va redresser vite fait l'économie, qui va restituer les libertés, les droits, et tout cela sous le contrôle d'une Cour suprême. Et ça, c'est le principe de démocratie absolue qui est extraordinaire et qu'ont découvert ces gens en se réunissant lors du procès de Milan, qui est un concept où le peuple est au-dessus de ce gouvernement. Donc, même si ce Conseil national de transition se met en place avec les commissions, avec des gens sains, etc., eh bien, au-dessus de lui, il y aura la Cour suprême. Et cette Cour suprême, ce sera toujours le peuple. Et ce peuple représenté par 500 ou 1000 personnes tirées au hasard, en permanence. Et toutes les décisions vitales seront prises par eux. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui vont être réunis tous ensemble pour juger d'une situation précise, qui pourront disposer de tous les experts dont ils ont besoin pour avoir les informations qui les servent, qui auront toute une administration à leur service, qui disposeront de la police, de la gendarmerie, de l'armée à leur service pour enquêter ou investiguer s'il y a besoin, et ainsi de suite. C'est-à-dire des gens qui ont des vrais pouvoirs. Et quand 1000 citoyens de tous horizons de France se retrouvent et sont ensemble jusqu'à aboutir à cette décision, en ayant tous les pouvoirs de recherche, d'investigation et autres, eh bien, à la fin, ils prennent leur décision et c'est celle qui concernera tout le peuple de France et qui nous conviendra forcément. Parce que ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des gens normaux, simples, qui ne sont pas des politiciens, ne sont pas des gens qui ont d'autres intérêts. Ce sont des gens qui ont pour seul intérêt le bien commun. Ils ne peuvent pas en avoir d'autres puisque c'est ce qu'ils vont vivre après, eux-mêmes avec leur famille. Et ils n'ont aucun avantage à être les dirigeants de la France durant un moment donné. Et au tirage au sort, ce seront à chaque fois des gens différents pour chaque décision. Donc un jour ou l'autre, tout le monde en fera partie. Donc cette course suprême du peuple souverain est vraiment l'outil, l'arme absolue pour, une fois pour toutes, empêcher les guerres, une fois pour toutes, empêcher les partis politiques, empêcher les dictatures, les violations de loi, etc. Tout ça ne pourra plus exister. C'est bien la plus grande difficulté. Alors, il y a deux manières de réagir à cela. Il y en a une qui consiste à se dire, bah, je suis battu, je rampe par terre et je m'aplatis devant les seigneurs et maîtres de l'Élysée actuel. Ça, c'est la position que prennent beaucoup de gens. Je mets la tête dans le sable et j'essaye d'en savoir le moins possible. Et puis, il y a ceux qui osent se lever et qui se disent, quoi qu'il arrive, de toute façon, je ne ramperai pas. Et ceux-là, c'est des gens qui s'assument, qui maîtrisent leur peur. Parce que, vous voyez, ne serait-ce que de le dire, c'est déjà avoir peur des armes, peur du pouvoir financier, peur du pouvoir de ces gens-là, peur, peur, peur. Tout est commandé par la peur. On vit sous la peur en permanence, sous la menace en permanence. Et quand il n'y en a pas, ils l'inventent. Ils nous inventent les extraterrestres, ils nous inventent le climat, tout ça a été inventé dans les années 1970 par un programme spécial lancé par Kissinger. Comment maintenir les peuples sous la peur au cas où on n'arrive pas à les mettre en guerre? Voilà quelle était la question posée au départ à des philosophes qui ont commencé à chercher des solutions et créer une menace artificielle. Ils ont inventé les extraterrestres, ils ont inventé la climatologie et ils ont inventé le terrorisme. Et ils ont mis tout ça en pratique. Et effectivement, tout le monde vit sous la peur du terrorisme, du changement climatique, et maintenant de la pandémie, et du pouvoir des politiciens, du pouvoir, et de la force et de l'argent, etc., etc. Mais est-ce que c'est ça la valeur de l'être humain? Est-ce que l'autre, parce qu'il a plus d'argent, il est plus fort? Qu'est-ce que veut dire le mot fort? Est-ce que la force de l'être humain, si vous voulez le mesurer à la force, mettez-le en face à n'importe quel animal. Et l'homme est le plus faible de tous. La force de l'homme, elle est dans son cerveau, elle n'est pas dans ses muscles. Et si on parle de cerveau, alors c'est ceux qui pensent le mieux qui sont les plus forts. Ce n'est pas ceux qui ont le plus d'argent, ce n'est pas ceux qui ont le plus d'armes. Et la preuve, c'est que ceux qui ont le plus d'argent utilisent ceux qui sont les plus bêtes et qui en ont moins dans le cerveau et leur mettent des armes entre les mains pour qu'ils les servent. Mais nous, si en tant que peuple, 60 millions de personnes face à 5000, on n'est pas capable à un moment donné de se dire il faut absolument qu'on sauve notre pays, qu'on sauve nos enfants, et on va tous se réunir et on va foncer à l'Élysée, on va les virer une bonne fois, si on peut le faire dans un cadre juridique qui fait qu'aucun pays dans le monde ne peut s'opposer à notre décision.
parce que juridiquement, ils ne pourraient pas le faire sans se contredire eux-mêmes. Si on le fait en déclenchant que la plupart des peuples de la planète voudront en faire autant, alors c'est juste un effort, un sacrifice d'un moment, d'une fois, où on va tous se réunir et tous y aller jusqu'au bout. Et si on y va avec une telle volonté, d'abord, on va entraîner tous ceux qui sont un peu timides et qui tout d'un coup vont se sentir des hommes, alors qu'aujourd'hui, ils se sentent des carpettes, et qui voudront rejoindre. Et puis, on va attirer peut-être aussi une bonne partie de ces forces armées qui sont restées intègres, qui ont encore des notions patriotiques et qui se rendent compte de ce qui se passe et qui ne sont pas d'accord avec leurs dirigeants, qui sont des généraux maçonniques, qui appartiennent, qui ont été choisis par les politiciens. Et beaucoup de gens aussi, globalement, sont en train de se demander pourquoi en France, on a deux justices. Une justice pour le peuple et puis une justice différente que pour les politiciens. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors qu'on a une déclaration de base qui dit qu'on est tous égaux devant la loi. De quel droit les politiciens font des codes spéciaux pour eux-mêmes? De quel droit ils peuvent s'amnistier de tous leurs crimes? Il faudrait être sûr de pays qui soient véritablement dans le même sens que nous, ça c'est pas certain du tout, mais surtout, il y a une chose qui est essentielle, c'est que quelle que soit l'institution nationale ou le pays étranger qui voudrait offrir un appui à un peuple voulant se libérer, qui est notre cas actuel, de toute façon, il faut qu'il sache à qui s'adresser. Or, aujourd'hui, imaginez, vous citez par exemple la Corée, pourquoi pas. Imaginons que quelqu'un, un milliardaire de Corée, se dise, voilà, moi je dispose d'argent, d'armes, je peux mettre un tas de moyens, d'équipements, etc., à disposition du peuple de France pour qu'il réussisse son opération. À qui il pourrait s'adresser? À un représentant des syndicats? À un des manifestants des Gilets jaunes? Il a besoin d'une représentation légale, crédible, d'un gouvernement qui tienne la route, qui, lorsqu'il sera au pouvoir, pourra rembourser les frais qu'ils auront engagés et qui soit une véritable entité juridique. Et c'est pour ça qu'on a créé cette nouvelle situation depuis peu de mettre la Cour suprême comme étant l'autorité absolue en France, parce que effectivement maintenant, s'il y a des forces armées qui veulent se mettre à disposition du peuple, ils peuvent le faire à travers ce Conseil, à travers cette Cour suprême. Parce qu'il faut une représentativité du peuple français. Il n'y en avait pas jusqu'à présent. Maintenant, il y en a une. Et puis, il faut aussi qu'ils y voient clair, parce que vous savez combien il y a de faux dissidents, combien il y a de gens qui prétendent et qui font le contraire. Parce que c'est une profession, c'est un métier. Il faut comprendre une chose, c'est que la formation maçonnique est une formation totale pour apprendre à toujours faire passer pour bien ce qu'on fait mal, pour apprendre à mentir en regardant bien droit dans les yeux. Ce sont des experts. Regardez chaque président quand il a été élu, voyez ce qu'il a promis avant et voyez ce qu'il a fait après. Ce sont des professionnels. Et les professionnels qui ont été placés dans la dissidence pour faire croire qu'eux sont différents des autres, c'est exactement les mêmes. Et de l'extérieur, ils savent très bien que ce sont les mêmes. Alors donc, ils ont besoin d'une vraie représentation du peuple. Et là, nous, c'est ce qu'on est. Ils peuvent enquêter sur chacun d'entre nous. On n'a jamais été des politiciens, on n'est jamais rentré dans les magouilles de ce monde-là, on n'est pas des satanistes, on n'est pas de leur religion, on n'est pas de la maçonnerie, on n'a rien à voir avec tout ce monde. On est des gens restés propres. C'est le programme qui s'appelle Rex 83, qui a été mis en place aux États-Unis comme au départ sous prétexte de pouvoir se protéger d'une invasion mexicaine. Et puis le programme s'est développé, ils sont arrivés à plus de 600 camps de concentration, dont on ne sait pas réellement ce qu'il en est, sinon qu'il y a des images qui circulent sur le net avec des formes de boîtes noires en plastique qui représenteraient des cercueils pour 3-4 corps. Et donc, avec ça, il y a tout un phénomène de paranoïa qui s'est développé. Et puis, il y a aussi ces trains très particuliers avec des trains sur 2 étages, avec des systèmes d'attache de menottes cadenassés pour, en fait, c'est des trains de prisonniers qui arrivent directement dans certains de ces camps.
Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui laissent indiquer, mais bon, les Américains sont spécialisés dans les camps de concentration, peu de gens le savent, mais avant qu'on parle des camps de concentration allemands, parce que ça, c'est ce qu'on met dans l'histoire et qu'on fait croire à tout le monde, avant, les Américains avaient déjà créé des camps de concentration chez eux contre les Japonais, déjà. Et les Français en avaient créé en Algérie, avant aussi, comme les Japonais l'ont fait en Chine, avec la fameuse unité 731, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'est la nature de notre société. Et quand on a vu les Américains qui n'arrêtent pas de déclencher des guerres un peu partout, leur comportement en Irak, en Afghanistan, tout ce qui a été dévoilé sur ce qui se passait dans les prisons, comment ils violent des prisonniers, comment ils assassinent des gens, etc., comment ils massacrent des enfants dans les villages, ce qu'ils font maintenant, c'est encore pire que ce qui se passait avant. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont vécu les premières ou secondes guerres mondiales vous diront la prochaine, ça va être mais bien pire. C'était de la rigolade, ce qu'on a raconté avec Hitler, etc., à côté de ce qui se prépare. Mais on a besoin d'une armée pour la transition, pour assurer la sécurité de tous les citoyens qui vont participer à cette transition et pour empêcher les attentats que vont essayer de déclencher les sectes qui s'y opposent, parce que ce nouvel ordre mondial ne va pas se laisser faire comme ça. Imaginez que demain, on arrive à être assez nombreux, on arrive à déclencher un appel pour une date précise, on arrive à prendre l'Élysée, Matignon et à reprendre notre pouvoir, donc à reprendre une chaîne de télévision et tous nos pouvoirs. Ça y est, on sauve la France. Vous croyez qu'ils vont laisser faire? Vous croyez qu'ils vont perdre l'argent qui se ramasse en ce moment de la France? Vous croyez qu'ils vont permettre aux Français de vivre de leur travail et de plus toucher tous les impôts qui touchent sur eux? Mais ils ne vont pas se priver de ça. Aujourd'hui, c'est du 60-70 milliards chaque année qu'ils ramassent. Vous croyez qu'ils vont laisser ça aux Français? En aucun cas. Donc, ils vont essayer des attentats, ils vont essayer de tuer les principaux dirigeants, ils vont essayer de manipuler des groupes contre d'autres, ils vont essayer de monter des guerres civiles, ils vont tout essayer. Donc, on a besoin de l'armée pour garantir la sécurité dans notre pays. Le temps qu'on mette en place tout le système qui assurera l'avenir grâce à cette Cour suprême, et le temps de transmettre, et ça c'est ce qui m'intéresse moi personnellement, le temps de transmettre à d'autres peuples pour que ça devienne la future société humaine, le futur paradigme de la civilisation. D'abord, je n'aime pas du tout la politique, je n'ai rien à faire dedans, et je n'ai jamais voulu, et je l'ai toujours dit depuis le premier jour, je veux monter ce programme et être sûr qu'il réussisse, parce que le hasard de la vie a fait que j'ai les compétences pour. Et que c'est comme une mission pour moi de le mettre en place, mais c'est la même mission qui m'attend demain en Espagne, après-demain en Italie et le surlendemain au Japon. Et ce qui m'intéresse, c'est le concept de cette Cour suprême internationale. C'est ça la garantie qui permettra qu'enfin les peuples aient tous des droits. Parce qu'aujourd'hui, qui peut s'exprimer? Uniquement les peuples enfermés dans un système de nations politiques, c'est-à-dire donc la plupart du temps de républiques. C'est à ça qu'a servi la Première Guerre mondiale. Mais il y a un tas de peuples qui, eux, existent, ont des droits, ils ont le droit de vivre en Amazonie, en Indonésie, un peu partout dans le monde, il y a des peuples, et ces peuples ont des philosophes qui valent les nôtres. Ces peuples ont des règles de vie, souvent plus saines que les nôtres. Et bon, ils n'ont pas de téléphone mobile, d'accord. Mais à côté de ça, ils ont une qualité de vie, ils sont heureux. On est au droit, nous, de les mépriser, de les négliger, de leur interdire l'existence. Je trouve ça anormal. Donc, il faut une Cour suprême des peuples dans laquelle la sagesse qui sort de certains peuples que nous considérons comme primitifs, mais qui en fait ne le sont pas du tout. Ils ont pris une autre voie de vie. Et je crois qu'il faut que tous les peuples aient un droit de présenter leurs philosophes pour qu'il y ait un conseil de sages mondial. En fait, il faut un nouvel ordre mondial, mais il faut que ce soit celui des peuples, celui de la philosophie, celui du bien commun, celui de la paix. Oui. Donc tout le contraire du nouvel ordre mondial des Sarkozy, des Valls, des Macron et de tous ces fous de 20 ans de guerre qui n'arrêtent pas de provoquer des guerres à gauche, à droite et des coups d'État et qui ramassent l'uranium, l'or, les mines. Ils sont fous, ils sont avides, ils ont aucune limite, ces gens-là. Ils sont des malades. Et les psychopathes n'ont pas, à mon avis, à être les dirigeants du monde. Or, si vous les examinez un par un, ce sont tous des gens qui, normalement, devraient être dans un asile psychiatrique. Étudier, par exemple, tous les concepts, par exemple, du peuple Kogi.
grâce, et je crois d'ailleurs que c'est un Français qui a découvert ce peuple et leurs mœurs, étudiez-le un petit peu, parce qu'on trouve quelques infos sur Internet, mais enfin, il y a de bons livres aussi sur leur D'accord. mode de vie et leur concept philosophique. Mais il y a Ouais. beaucoup à apprendre, ne serait-ce qu'en santé. Là où les médecins ont croisé les bras et ont dit on ne peut plus le sauver, celui-là, eux, ils trouvent des solutions et ils arrivent à sauver des gens qui étaient condamnés. Ouais. De même que vous avez en ce moment pour cette pandémie des remèdes dont on sait qu'il y a des guérisons quasi immédiates, généralement entre 24 et 48 heures, avec un certain nombre de remèdes. Donc il y a le docteur Raoult qui en a trouvé un, il y a d'autres docteurs qui en ont trouvé d'autres qui sont aussi efficaces. Et puis on a le plus économique de tous et le plus efficace, qui est le plus simple, qui est de la médecine orthomoléculaire, c'est juste de la vitamine C. Et les Chinois ont démontré, enfin les médecins chinois, on les a vite fait taire parce que vitamine C, ça rapporte presque rien au labo. Mais en tant que remède, c'est excessivement efficace. Donc si on a une médecine dans laquelle tout le monde peut s'exprimer, toutes les médecines peuvent exister, alors tout d'un coup, on retrouve la santé et on a tout un organisme qui n'est plus basé sur la maladie, mais sur la santé. Et au lieu de conditionner les enfants à croire qu'il faut être malade et puis qu'il faut être tout de suite prêt à prendre un médicament, non, on va les conditionner au contraire à penser que l'être humain, il est fait pour vivre sur Terre, il a une physiologie qui est parfaitement adaptée et on est fait pour vivre en pleine santé toute notre vie. C'est ça, Et, en et harmonie avec la nature et les oui, plantes. mais en plus, j'en suis la démonstration permanente. J'ai jamais été malade de ma vie, jamais. Et mes enfants n'ont jamais été malades de leur vie non plus. Vous nous rejoignez ici, on en parle ensemble et on vous met en contact avec les gens déjà de ce village s'il y en a, s'il n'y en a pas de village à proximité. Et puis, on met au point ensemble les outils qu'on a commencé, nous, déjà à préparer, mais qui viendront en nous rejoignant. Il va constater ces outils, il va peut-être les adapter mieux à son village parce que dans chaque région de France, il y a des particularités. Il va les adapter à sa région et on est tous comme une sorte de QG, un quartier général où on partage tout ensemble, on décide tout ensemble et puis chacun l'adapte pour le bien commun. Et Oui, donc, s'il est alsacien, il va peut-être l'écrire en alsacien parce qu'il sait que dans son village, les gens comprennent mieux cette langue. S'il est breton, il va peut-être écrire le message autrement et inviter à boire un coup de cidre. Et s'il est du sud, il invitera à boire un Ricard. Vous avez notre appui. Mais les Gilets jaunes, ce sont des gens qui, tout d'un coup, ont découvert quelque chose, ont été malmenés par leurs propres dirigeants parce qu'ils ont bien tout de suite constaté que leurs dirigeants étaient choisis par les politiciens, avec toutes les manipulations maçonniques et tout. Et donc, ils se sont fait un petit peu embarquer malgré eux, mais ils ont quand même maintenu un courage qui est quand même exceptionnel. Combien de peuples sur la Terre ont réussi à suivre tous les samedis régulièrement, prendre des coups sur la gueule, se faire gazer, etc. Et malgré tout, ils retournaient le samedi après, et ainsi, et ainsi. Mais c'est un peuple extraordinaire, les Français. Et si vous voulez mettre ça en union avec l'intelligence, avec le savoir, avec le cadre qui leur permettrait de réussir, au lieu de se mettre dans une impasse, mais ils seraient déjà à l'Élysée. Malheureusement, ils ont choisi de se mettre dans une impasse. Et bon, ils y ont été conduits malgré eux, mais ils y ont été conduits par ces manipulations dont ils ont été victimes. Mais c'est dommage comme tout, parce qu'ils sont la représentation d'un peuple extraordinaire. Ils sont le premier pas qui montre au monde entier, parce que d'autres pays dans le monde ont adopté les Gilets jaunes. Ce qui montre Absolument. bien ce respect, cet amour que le monde entier a encore pour la France. Donc, Mm. si maintenant ils voulaient se mettre dans un cadre intelligent et donc réussir à ce que ça aboutisse, mais voilà, la transition, c'est ça. Nous, on Ah, était gilets jaunes 15 ans avant, mais la transition, c'est toujours la même. C'est toujours le même concept. C'est celui de virer les politiciens, d'empêcher leur secte de nous exploiter et de rétablir l'équité, la justice et tout dans le vrai sens du terme. Été abusé parce que la franc-maçonnerie contrôle totalement la France. Et ils ont des membres partout, et ils savent utiliser les gens les plus faciles à manipuler. Ils savent très bien le faire. Et donc, ils ont réussi à faire passer ces concepts-là, etc. Mais ce sont des professionnels. Et donc, ils font pas. Quand on parle du Frexit, par exemple, posez la question à un Français normal, de bon sens, logique. Dites-lui, est-ce que tu peux sortir d'une maison si tu n'y es jamais entré?
Ben, il va vous dire non, si je n'y suis pas rentré, je ne peux pas en sortir. Bon, alors comment voulez-vous faire appel à un article d'une Europe dans laquelle on n'est jamais rentré, puisqu'on a voté à 55% que non? Si vous faites demander l'application de l'article, c'est comme si vous signez que vous acceptez d'entrer dans l'Europe. Or, on n'est pas rentré dedans, on a dit non. Et le peuple souverain a dit non à 55%, donc c'est fini, on n'est pas dans l'Europe. Et donc, demain, le CNT est en place, il n'y a plus d'Europe. On n'est pas dedans, on n'a rien à faire avec l'Europe. Quant au RIC, c'est la même chose. Ça consiste presque à demander la permission. C'est une aberration. C'est une pure aberration qui, en plus, a été faite exprès par rapport à nous. Quand ils ont vu dans notre programme, le programme de revenu universel et tout le programme économique qu'on développait, ils ont pris une toute petite partie en faisant attention de ne pas prendre le reste. Et ils l'ont appelé RIC. Seulement, en oubliant tout le reste, il ne pourra jamais fonctionner. Et donc, ils le savaient très bien. C'est pour ça qu'ils ont orienté les Gilets jaunes là-dessus. Si vous voulez vraiment multiplier vite le nombre qui peut être capable demain de faire bouger les choses, eh bien, invitez chacun d'entre vous 3 personnes avec vous à suivre ce qu'on va dire ici, participer. Ceux d'entre vous qui ont des informations, venez parler à ma place. Vous avez sur le site web le contact, vous contactez la personne qui s'occupe de prendre les liens. Et si vous avez un sujet sur lequel vous êtes un peu pointu, par exemple, là, on a un agriculteur qui va bientôt présenter des techniques de compost et tout naturel, un autre qui va présenter la franc-maçonnerie propre. Il reste très peu de loges qui sont restées avec l'ancien concept qui était noble, et elles sont très rares. Mais un de ces grands maîtres va venir bientôt parler avec nous ici sur la chaîne en direct pour exposer ce qui reste. Bon, c'est presque rien, mais le peu qui reste de francs-maçons propres, on ne va pas les mettre dans le même bain que les satanistes et que les autres. Donc, ils ont un droit d'exister, ils ont un droit d'être connus en tant que personnes correctes et pas du tout dans les réseaux pédocriminels, contrairement aux autres. Donc, ceux-là, il faut aussi qu'ils puissent exister. Donc, ce sont des gens très différents qu'on ne connaît pas, qui prennent contact à travers le site web et puis qui parleront à ma place ici ou qui feront un débat si c'est le cas. C'est comme tous les meneurs soi-disant de mouvements, on ne les a jamais rejetés, on n'en rejette aucun. Au contraire, maintenant, en ayant créé un gouvernement en exil, on est une existence légale. En face d'un gouvernement de la République, il y a un gouvernement de la France et des Français. Et donc, tous les meneurs qui veulent être les dirigeants de ce mouvement sont les bienvenus, parce qu'on est ici une sorte de QG dans lequel vous avez différents membres, y compris même le président de la Cour suprême. Donc, la plus haute autorité de France participe et surveille tout ce qu'on fait et elle est en permanence avec nous. Et je vais lui laisser la parole 2 minutes pour que je ne sois pas tout seul à parler. Merci pour l'introduction. Donc, je suis Philippe, effectivement président de la Cour suprême du peuple souverain par désignation. Je suis très content de participer à cette première émission. Voilà, donc Eric a beaucoup parlé. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur tout ce qu'il vient de dire. Il y aura d'autres sujets, d'autres occasions. Là, on parle de franc-maçonnerie. Je trouve très bien de montrer qu'on est très ouvert, même sur des sujets sur lesquels on s'oppose effectivement, ou sur des groupes de personnes auxquels on s'oppose d'un point de vue strictement politique, effectivement, mais qui ne sont pas tous mauvais. Il n'y a pas de chasse aux sorcières au sein du CNT. C'est très important de le comprendre. Tout le monde peut être accueilli, évidemment, pour participer aux bonnes choses, pas pour être contre nous à l'intérieur. Ça ne nous intéresse évidemment pas. On a besoin de ressources. On a besoin de tout le monde et tout le monde est une ressource. En fait, c'est ça que je voudrais dire, c'est que au sein de la Cour suprême du peuple, on va tirer au sort des personnes. Et je sais que c'est quelque chose qui gêne un certain nombre d'entre nous, de dire que les personnes qui sont tirées au sort ne seront peut-être pas les plus qualifiées, les plus ceci, les plus cela. Moi, j'ai envie de dire que lorsqu'on fait des bons choix, lorsque les experts présentent les dossiers de la bonne façon, les questions qui se posent sont des questions simples, doivent être des questions simples, qui sont accessibles au simple bon sens de tout le monde. Donc, le tirage au sort, en cela, n'est pas une difficulté, puisqu'on s'adresse au bon sens de tous les citoyens, de toutes les personnes qui seront à un moment donné ou à un autre convoquées à la Cour suprême du peuple, au-dessus du gouvernement. Voilà, donc ça, c'est un point très important. Il y a de la place pour tout le monde. On ne vise pas une élite,
On ne vise pas que les experts, même si on a besoin d'experts, c'est clair, pour traiter de certains sujets, même si on va en recevoir dans les jours qui viennent. Mais on a besoin de tout le monde et tout le monde est bienvenu. Voilà, ça sera ma conclusion. Je vais reprendre pour terminer sur un sujet qui est, je crois, assez important pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, on vous maintient par la peur sur la santé et on se sert de ça pour en fait déclencher une loi martiale, parce que la réalité, c'est une loi martiale. Et le principe de santé n'est qu'un prétexte. Mais en matière de santé, pourquoi les gens n'ont-ils jamais réfléchi que si on veut réellement un système de santé, la première base de toutes, c'est d'abord de nationaliser les laboratoires. Pourquoi personne n'y a jamais pensé? Pourquoi aucun gouvernement ne l'a jamais fait? Pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Parce que imaginez qu'un médicament qui fabrique 10 centimes à fabriquer et qui est vendu 100 euros et parfois 1000 euros, il y a des médicaments où une pilule vaut 1000 euros dans les traitements de cancer ou autres et qui n'a coûté que 10, 15, 20 centimes à fabriquer et que tout ce bénéfice va dans la poche du laboratoire. Imaginez que le même laboratoire soit nationalisé, ça veut dire qu'au lieu que les actionnaires se partagent ce bénéfice énorme, ce bénéfice, il est répercuté l'année suivante sur les produits eux-mêmes. Et donc, le médicament qui, la première année, était à 100 euros, quand on a tant de bénéfices à la fin de l'année et que c'est répercuté donc sur les prix de l'année d'après, le même médicament ne vaudra plus que 50. Et ensuite, il ne vaudra plus que 20 parce qu'il n'y a aucun bénéfice intéressant pour le labo lui-même. Ensuite de ça, dans le système de formation des médecins, est-ce qu'il est logique de commencer par leur apprendre la gamme des médicaments que vendent les laboratoires et de mépriser les médecines qui fonctionnent depuis 5000 ans, comme l'acupuncture, comme l'ayurvédie, comme les plantes qui ont servi et qui ont permis que tous les peuples du monde, et quand vous savez que toute la médecine moderne est quand même tirée au début et les seuls médicaments qui fonctionnaient étaient ceux tirés des plantes et donc du savoir ancestral de tous les peuples de la planète, bon, ben, pourquoi tout ça maintenant c'est oublié? Donc la logique, c'est de commencer par les médicaments qui ont le moins d'effets secondaires, qui sont le moins coûteux à la société et qui guérissent le mieux. Et ça commence aussi par le fait qu'on n'empoisonne pas les gens, donc les mettre en garde contre les empoisonnements chimiques, les empoisonnements de Monsanto, le glyphosate, etc., etc. Et donc, ça demande aussi un lien avec l'agriculture. Et c'est pour ça qu'une commission intelligente en matière de santé doit comporter des biologistes, des médecins de toutes les branches, y compris des laboratoires, car il y a beaucoup de positifs aussi dans la médecine moderne. Et il faut aussi inclure dans ces commissions des agriculteurs, des biologistes, des biotopes, etc., etc. Il faut que toutes les branches concernées soient liées, y compris des infirmiers, des patients. Et quand vous avez une commission comme ça de 100, 150, 200 personnes pour prendre les décisions, et ben vous aboutissez très rapidement à un système qui devient un système de santé et non plus de maladie, et un système dans lequel, dès le jeune âge, les enfants apprennent les règles de base pour ne pas s'empoisonner, et un système dans lequel le coût global pour la société est extrêmement faible et toutes les cotisations tombent. Et quand vous travaillez toute la journée, ce n'est plus pour qu'une partie de votre salaire parte dans la poche des actionnaires du laboratoire, mais pour la qualité de soins de vos enfants et que ça vous coûte presque rien. Oui, il faut rappeler quand même que ce qui est normal, c'est de rester en bonne santé, c'est pas d'être malade. Bien sûr, mais on a réussi à le faire oublier aux gens. De même que la nature veut qu'on n'ait pas peur, et pourtant on vit tous sous la peur permanente, la géo-ingénierie, enfin tout ce qui nous font croire qu'on doit en avoir peur. Et ils l'ont fait pour tout. Mais ça a toujours été une technique de gestion. Rappelez-vous, il y a 15-20 ans, c'était la peur de l'arabe. Tout arabe est un terroriste en puissance. Mais parlez avec vos arrière-grands-parents, on leur disait la même chose à propos des juifs. Tous les juifs sont là pour nous piller, pour nous voler, ils sont en train de ruiner notre pays. Lisez les bouquins de la fin du 19e siècle et vous allez être effarés. Et on disait d'eux la même chose qu'on dit maintenant les Arabes et qu'on dira demain les Chinois. C'est toujours d'inventer un ennemi et une menace, et grâce à ça, on contrôle tout le monde et tout le monde a peur, et puis on amène les gens à se haïr les uns les autres, sans la moindre raison. C'est ça. Et à côté de ça, toujours dans le même état d'esprit,
c'est ce qui permet que ça justifie que le bon Français va bien chez lui tranquillement et que ça ne gêne pas du tout de profiter que les petits Africains soient au fond des mines en train de travailler, crèvent à l'âge de 11 ou 12 ans d'avoir passé toute leur jeunesse dans les mines et qu'ils n'ont jamais vécu une vie normale et qu'ils continuent à crever à tire-larigot sans que ça gêne personne. La démosophie en elle-même, c'est une philosophie basée sur l'humanisme et le bien commun et l'intelligence collective. Donc, c'est un concept philosophique au départ. En revanche, le concept matériel, c'est le concept de transition qui permet la transition qui va s'établir sur toute la planète pour passer d'un ancien concept de guerre permanente, guerre d'homme à homme, mais de nation à nation, guerre qui s'étend à tous les niveaux, et jusqu'à des périodes où pendant des centaines d'années, ça a été la guerre homme-femme, simplement où l'homme est établi comme étant le dominant de la femme naturellement. Et on le retrouve dans les religions et on le retrouve partout. Donc, tous ces concepts doivent petit à petit disparaître et faire place à une nouvelle société. Mais cette nouvelle société, il faut qu'elle soit créée par tous les peuples ensemble. Et chaque peuple chez lui, en fonction de ses coutumes, de ses us, etc., va aboutir au concept qui lui convient, à un nouveau mode de gouvernance. Et tout cela, c'est une période. Et cette période, c'est ce qu'on appelle la transition. C'est pour ça qu'on a créé un conseil de transition qui garantisse cette période, qui garantisse de mettre à disposition des peuples tous les outils qui leur permettent de rédiger tranquillement un nouveau mode de gouvernance, de le faire dans des conditions saines et en attendant de se redresser économiquement, de se redresser moralement, etc. Donc ça, c'est le rôle du Conseil de transition. Après, le rôle de la Cour suprême, c'est de veiller et de garantir une fois pour toutes les concepts du bien commun et de l'intelligence collective et de superviser le gouvernement pour empêcher toute déviation. C'est pour ça que la Cour suprême doit avoir sous ses ordres deux organismes qui ne dépendent que d'elle, qui sont l'armée et qui sont la Cour des comptes, avec quoi elle a le pouvoir permanent sur la justice, sur tous les organes de l'État. Et donc, c'est le peuple qui en permanence contrôle tout, et le peuple lui-même, vraiment. Donc, ça, ce sont des concepts qui vont jusqu'au bout. Alors, pourquoi on l'a déclaré à l'ONU? Eh bien, tout simplement parce que si on ne veut pas être accusé de coup d'État, le seul moyen de prendre et d'aller directement à l'Élysée, virer tous les politiciens, s'installer et déclarer que désormais la France est sous conseil de transition, eh bien, si on n'avait pas déclaré à l'ONU, ça donnerait le droit à l'ONU de considérer que c'est un coup d'État et donc à ce moment-là de provoquer que les Américains viennent envahir la France pour établir la démocratie, comme ils disent, comme ils ont fait en Irak ou en Afghanistan. Donc, si on ne veut pas risquer d'être envahi par un autre pays, au nom de l'ONU, le seul moyen, c'est de se déclarer officiellement auprès de l'ONU. Et c'est pour ça que je l'ai fait. L'autre raison qui va être utile aussi, c'est que ça permet aussi d'avoir une voix auprès de 193 nations. Parce que dès ce conseil en place, la diplomatie française va travailler donc pour ce nouveau concept et le premier discours du diplomate français à l'ONU sera pour inciter tous les peuples à rejoindre le concept français. Et pour ça, il nous faut la voix à l'ONU. Alors, une question aussi, l'ONU reconnaît-elle le CNT? Quelle preuve? Non, l'ONU ne peut pas reconnaître un CNT tant qu'il y a aujourd'hui officiellement à l'ONU le gouvernement qui est en place. Elle ne reconnaîtra le CNT que lorsque le CNT existera. Comment peut-il exister? Non, quand le CNT sera au pouvoir, pas avant. Sans compter que l'ONU est quand même manipulée et dirigée par essentiellement Soros, Bill Gates, Rothschild et Rockefeller, qui sont spécialement les personnages les plus intéressés à ce que ce Conseil national de transition ne soit pas reconnu. Mais il est déclaré et on en a la preuve. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne pourront pas nier qu'il existe et qu'il a été déclaré en son temps comme il se devait. C'est le pouvoir souverain du peuple, donc il n'a pas à le prendre, il est le pouvoir. Le problème, c'est qu'on accepte que des usurpateurs. Oui, c'est ça que vous ne comprenez pas tout ce manipule. Et tant qu'on accepte ça, on est dans le temps. Ce qu'il faut, c'est rétablir le droit. Et donc, ce n'est pas d'aller prendre le pouvoir, c'est rétablir notre droit de peuple souverain.
quand on accepte le concept de souveraineté du peuple. Donc, le seul moyen, c'est que ce peuple existe vraiment. C'est pour ça que nous, tout ce qu'on peut faire en tant que quartier général, c'est-à-dire tous ceux qui viennent tout de suite s'unir avec nous et qui participent et qui ont envie de participer avec nous à toutes les décisions et à tout ce qu'on va essayer de mettre en route, eh bien, tout ça, c'est le peuple. Parce que quand le peuple veut le pouvoir, parce que si vous écoutez les gens, les gilets jaunes sur les ronds-points, les indignés, les nuits debout, tous les manifestants, tous, ils vous diront, on veut le peuple au pouvoir. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun doit s'assumer et être responsable. Ça veut dire que si demain, en tant que peuple, on dit on se retrouve tous à l'Élysée, il ne faut pas qu'il y en ait un qui reste chez lui en se disant les autres y vont. Ça veut dire franchir ses peurs, ça veut dire ne pas compter sur les autres, ne compter que sur soi et être capable de se dire bah, j'y vais, tant pis, je prends un bâton, je prends ce qu'il faut pour me défendre au cas où, parce que je ne suis pas sûr non plus que l'armée va nous rejoindre, je ne sais pas combien on va être, tant pis, mais j'ai envie, je m'engage. De présenter un peu, que les gens voient surtout pourquoi on a créé ce concept de déclarer comme gouvernement en exil, parce que enfin maintenant ça permet d'avoir un QG où vous allez surtout avoir uniquement des gens vrais, des gens vrais. Et donc vous ne verrez jamais avec nous les faux culs, les hypocrites, les politiciens. Vous ne verrez que des gens vrais, des gens authentiques. Et c'est pour ça aussi que ça permet une fois pour toutes d'y voir clair, parce que la plupart des dissidents, ou du moins de ceux qui se présentent comme des meneurs, ne veulent rien changer. Tout ce qu'ils veulent, c'est se faire connaître pour essayer d'obtenir une place dans cette République et toujours dans le même milieu, dans le même monde, et toujours ils sont dans le même schéma. C'est pour ça qu'ils vont rentrer en permanence dans les conflits, dans essayer de dénigrer les autres, essayer de passer au-dessus des autres, etc. Et bon, tout ça, c'est un monde. Et c'est l'opposé de ce que nous faisons. Nous, on est ouvert à tous, on critique personne, et ils sont tous bienvenus, pourvu qu'ils veuillent aider à sauver la France, parce que la France mérite d'être sauvée. Vu qu'ils veuillent sauver nos enfants, parce que nos enfants méritent et ont le droit de vivre dans une société saine, dans une planète saine, dans laquelle ils peuvent vivre librement. Et sauver la liberté est aujourd'hui notre devoir à tous. Et donc, tous ceux qui sont sincères vont être là avec nous et participeront à ce QG. Et il y en a déjà certains qui sont avec nous, qui nous ont déjà rejoints en l'espace de 3 jours, là. Mais pas tous encore. Et puis d'autres, ben, franchement, ne nous rejoindront pas parce qu'au fond, ils étaient de l'autre côté. Verdi, c'est un type super. Il parle avec son cœur, il parle avec ses tripes, mais en plus, il sait s'exprimer, il a une structure logique de pensée. C'est un type super. Un type comme ça, effectivement, ce sont des gens, il faut les écouter, il faut les suivre, il se révolte avec justice dans plein de choses, mais comme tout le monde, il est faillible. Des fois, il peut faire une erreur, comme nous, comme tout le monde, on est gens simples, on n'essaye pas de faire du faux. Donc, quand on est vrai, bah, de temps en temps, je sais pas, on peut se tromper, on peut faire une erreur, voilà, mais il faut le reconnaître, il faut l'admettre, et puis il faut avancer en permanence. Mais ce sont des gens formidables. Quand vous regardez Dieudonné, ce qu'ils lui ont fait en tant que gouvernement, mais c'est en dehors de toutes les lois. C'est invraisemblable de condamner un artiste, d'aller lui chercher des poux dans la tête pour des trucs invraisemblables, de l'interdire de se présenter dans les salles, etc. Mais c'est honteux comment il a été traité. C'est une véritable honte. La France est honteuse face au monde entier de la façon dont elle a traité Dieudonné. Et pourtant, personnellement, ce n'est pas mon goût. Je ne connais pas l'homme, je ne peux pas dire que je l'aime ni quoi que ce soit, je ne le connais pas. Physique, je ne l'ai jamais rencontré. Mais le comportement de la France vis-à-vis d'un artiste qui est populaire, très populaire, mais c'est en dessous de tout. C'est une vraie justice. Si la Cour suprême existait déjà, Dieudonné aurait porté plainte auprès de la Cour légitime et le ministre qui a fait passer ce décret serait en ce moment en prison. Ça, ce serait la vraie justice. La transition n'est pas une forme de gouvernance. Ce n'est qu'un conseil de transition. La seule chose et le rôle de cette transition, c'est de mettre en place une structure qui permettront que tout l'ensemble des Français puissent trouver l'outil qui leur permet de décider de la forme de gouvernance qu'ils veulent, donc de rédiger leur constitution. Donc, à leur disposition, dans tous les villages de France, les mairies ouvertes tous les dimanches matins ou tous les samedis, peu importe, à leur disposition, dans toutes les écoles, dans toutes les universités, dans tous les villages, dans toutes les villes, toutes les mairies, tous les endroits publics, etc., leur sont ouverts. Les citoyens se réunissent librement et il y a une remontée centrale et toute une organisation structurelle pour qu'ils décident eux-mêmes de leur mode de gouvernance.
Et c'est eux qui choisiront de quelle façon. Et s'ils ont envie de remettre en place un système d'élection et d'élire des présidents ou des empereurs ou ce qu'ils veulent, ils feront ce qu'ils voudront. Notre rôle à nous n'est pas celui-là. Notre rôle, c'est de leur offrir l'outil pour qu'ils choisissent. Après, s'ils sont assez cons pour revenir à la République, ben c'est leur droit. Et ça ne nous regarde pas. Voilà, Nous, justement, on il y a a une autre... assumé notre mission, leur donner le pouvoir de se libérer. S'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Voilà, donc du coup, il y a une question qui a été posée, sur quelle base le CNT est meilleur que le fonctionnement du peuple suisse? Bah, en fait, rien C'est n'est absolument pas défini. comparable, ça n'a rien à voir. Ça n'a Puis rien à rien voir. n'est défini de toute façon. Le peuple suisse, et si vous parlez avec des Suisses, vous verrez que le système est loin d'être idyllique. Mais en plus de ça, le fonctionnement est un fonctionnement purement politique en Suisse. Ça n'a strictement rien à voir avec le concept complètement nouveau, complètement marginal d'un conseil de transition qui est une porte qui s'ouvre sur un nouveau monde que vous allez créer. Et ce nouveau monde que vous allez créer, ce n'est pas vous les vieux qui allez le faire. C'est vous les vieux avec votre expérience et tout, mais avec les jeunes de 14, 15, 20 ans qui, eux, vont vivre dans ce monde-là. Et ils ont leur mot à dire. C'est pour ça que durant cette transition, les centres de pensée, de développement d'une nouvelle gouvernance seront ouverts depuis les écoles jusqu'aux universités, jusqu'aux mairies, et ce seront aussi bien les jeunes que les vieux. Et Oui. qui décideront tous ensemble d'une gouvernance finale. Alors, c'est une question plus compliquée, ça. À long terme, ce sera ce qu'auront décidé l'ensemble du peuple. Durant la transition, on a besoin de ces maires, mais on devra les former à la gestion. Ils sont là pour gérer. Alors, on va simplement modifier à l'intérieur de chaque village ou autre les conditions pour que les citoyens aient beaucoup plus de pouvoir, que le maire ne puisse pas leur imposer quelque chose, mais que ce soit une alliance d'un maire gestionnaire qui applique les règles de gestion décidées par le citoyen. Et je crois aussi que durant cette période de transition, il faut restituer beaucoup plus de pouvoir aux maires, aux communes, etc., pour que les gens puissent s'organiser intérieurement beaucoup plus facilement, libérer complètement les pouvoirs de permaculture, etc. Mais tout ça, c'est contrôlé aujourd'hui par les conseils régionaux, les préfets, les sous-préfets. C'est pour ça que dans la déclaration de la Cour suprême, une des premières choses à faire, c'est de supprimer tous ces postes et de les remplacer par des citoyens. Et avec, en plus de ça, le système actuel, c'est facile, parce qu'aujourd'hui, ils prennent 4 salaires de citoyens pour les donner à un seul préfet. Et donc, ça veut dire que si vous virez le préfet, vous payez 4 personnes royalement déjà. Disons que ça, c'est un concept qui a été déterminé par la Cour suprême, moi que je trouve particulièrement juste, qui est de mettre un quota en place faisant que 3 personnes sur 4 au moins sont d'accord. Pourquoi? Parce que quand vous avez dans la population une loi qui est adoptée à plus de 75%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque moment, imaginez par exemple des bonnes femmes qui sont en vacances, qui se retrouvent à la laverie. Vous avez 4 bonnes femmes. Il y en a 3 qui ont dit oui et la 4e avait dit non. Mais elles vont discuter ensemble et les 3 vont expliquer pourquoi elles ont dit oui. Et la 4e va accepter ça. Les mecs qui se retrouvent au bistrot après le boulot, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 3 qui vont convaincre un. Et ça, c'est automatiquement le 1 qui va finir par accepter les raisons des 3. Donc, c'est le principe des 75%, c'est une grande majorité. Donc, si vous faites une loi et que vous n'obtenez que 51%, ben, il n'est pas question de passer la loi. Ça veut dire qu'une personne sur 2 est contre. Ça veut dire que vous avez en permanence la moitié de la population en opposition avec l'autre moitié. Donc, ça veut dire que votre loi, elle est mal faite. C'est la loi elle-même qu'il faut revoir.